Gagnez vos places. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Après une semaine de paralysie de la Réunion, le mouvement de grève qui avait cours à la Société réunionnaise de produits pétroliers SCAPP a pris fin hier. Ce blocage total de l'île a une nouvelle fois été révélateur de la vulnérabilité de notre département face à cette situation monopolistique acceptée. Pourtant, la SCAPP a quasiment une mission de service public. Nous parlons là d'une entreprise créée grâce à des fonds publics. Début 2012, j'avais déjà proposé que l'État et les collectivités locales mettent en place un cadre institutionnel qui leur permette d'être acteurs et décideurs au sein de cette entité. La fin du monopole de la SAPP est une décision qui doit être prise. Rappelons que ces propositions ont été partagées par l'ensemble des acteurs lors d'un débat organisé par le préfet en 2012. Elles n'ont toujours pas trouvé écho. Cette entreprise privée bénéficie d'une convention d'occupation temporaire du domaine public qui court jusqu'en 2030 et d'une régulation tarifaire des équipements s'y trouvant. Sa situation de monopole qui s'y agrège ne fait que légitimer l'idée d'une nouvelle gouvernance du stockage des hydrocarbures à La Réunion. Le tout automobile devient un risque insupportable pour notre île et la mise en place d'un réseau de transport collectif n'utilisant pas les énergies fossiles à La Réunion est une impérieuse nécessité. Je souhaiterais donc soumettre à votre avis la solution prospective suivante. Serait-il souhaitable, dans le cadre de la transition énergétique, de flécher une part des quelques 260 millions d'euros de TSC perçus par la région Réunion sur les hydrocarbures vers un fonds dédié au transport en commun utilisant des énergies non fossiles? La prise en otage des usagers, ça suffit. La vision du tout voiture à La Réunion, ça suffit. Pensons à l'avenir. Suite à cette semaine de grève et face au constat qui s'impose à nous, le gouvernement envisage-t-il la nouvelle gouvernance de la SRPP que je viens d'évoquer? Merci, Monsieur Robert. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Robert. Effectivement, nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce conflit qui a paralysé la situation à La Réunion durant un certain temps. Mais comme vous l'avez dit, il s'agit d'un conflit qui concerne une entreprise privée. Et par conséquent, le préfet de La Réunion a pris les mesures utiles pour assurer la continuité des approvisionnements. Il a été le garant efficace de l'ordre public, mais je ne crois pas que nous puissions aller beaucoup plus loin. D'autant que les emplois ne sont pas menacés, ni la pérennité de la société. Par conséquent, aujourd'hui, nous sommes dans un modèle d'économie régulée, c'est-à-dire que l'État intervient sur le montant des prix. L'État intervient aussi pour vérifier qu'il y ait une juste rémunération de l'opérateur. Mais pour autant, je ne vois pas comment nous allons pouvoir permettre à l'État, qui n'est pas actionnaire, d'être présent au conseil d'administration de cette société privée. Donc là-dessus, on pourra difficilement avancer. Par ailleurs, vous avez parlé des stocks stratégiques. Et là encore, aujourd'hui, la situation est sous contrôle. Et je ne pense pas que nous ayons d'inquiétude à avoir à ce sujet. Par ailleurs, vous soulignez, et vous avez raison, la nécessité de développer le transport durable à La Réunion et dans les Outre-mer. C'est effectivement la raison pour laquelle, dans les projets qui ont été soutenus par le ministère, nous avons 3 projets de bus à haut niveau de service à La Réunion et il y aura 15 millions d'euros de subventions par l'État pour soutenir ce mode de développement. Mais pour autant, effectivement, je ne suis pas persuadée que nous puissions aller beaucoup plus loin et par conséquent, aujourd'hui, il appartient aux collectivités locales de prendre des mesures utiles pour flécher la taxe spéciale sur la consommation vers d'autres modes de déplacement. Merci, Madame. La parole est à Madame Huguette Bello. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances et concerne le processus de fusion-absorption qui devrait aboutir en 2016 à la disparition en tant qu'entité juridique de 3 des plus anciennes banques d'outre-mer. Le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne a en effet décidé, dans le cadre de son plan stratégique Grandir autrement, de céder à la Caisse d'Épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur la totalité des participations qu'il détient dans le capital de ces établissements. La Banque de La Réunion est l'une des institutions concernées par cette opération. Fondée en 1853, elle est étroitement liée à la vie économique de l'île. Elle emploie aujourd'hui 470 personnes.
Le rôle que la BR a constamment joué auprès des particuliers et des entreprises, mais aussi les difficultés récurrentes quant à une offre de crédit adaptée expliquent les inquiétudes que suscite ce bouleversement. Si des licenciements ne sont pas à l'ordre du jour, une réduction des effectifs n'est pas à exclure du fait des incitations au départ et d'une possible centralisation de certaines fonctions au siège de la CEPAC à Marseille. En limitant le nombre d'opérateurs, ce regroupement risque également de renforcer l'appétence des économies pour les monos et oligopoles et donc avoir un impact négatif sur les tarifs et les services bancaires. C'est pour éviter ce risque que l'autorité de la concurrence, lors de la création en 2009 du groupe BPCE, a rendu un avis spécifique pour la Réunion dans lequel elle préconisait le maintien et la gestion autonome durant 5 ans de marques et enseignes existantes, car, disait-elle, l'opération était susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque de détail et de la banque commerciale dans ce département. Les 5 années se sont écoulées. Le paysage bancaire de la Réunion n'a guère changé. Aussi est-il urgent de connaître l'avis de l'autorité de la concurrence sur ce nouveau projet de fusion. Merci de me répondre, Monsieur le ministre. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Huguette Bello, vous avez appelé mon attention à juste titre sur le projet de fusion-absorption de la Banque de la Réunion, bien connu sur l'île et depuis longtemps, avec par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur les initiatives qu'il conviendrait de prendre pour sauvegarder l'emploi local et sauvegarder l'identité de la Banque de la Réunion ainsi que les aspects concurrentiels de cette opération. D'abord, notez que cette opération s'inscrit dans une reconfiguration générale du paysage bancaire qui est voulue, y compris par une nouvelle régulation financière internationale nécessaire pour donner plus de sécurité aux groupes bancaires et aux établissements bancaires. Pour la Banque de la Réunion, le projet de rapprochement est donc susceptible d'avoir des impacts bénéfiques dans sa capacité à répondre aux besoins de financement locaux et à améliorer la qualité des services. Le groupe BPCE m'a évidemment tenu informé de ce projet. Il s'est engagé à ce qu'à l'issue de la fusion-absorption soient constitués des groupes de travail associant les représentants de la direction, les représentants du personnel, afin d'analyser la dimension économique, organisationnelle et sociale du projet. La préservation de l'emploi, la préservation de l'identité de la Banque de la Réunion et de sa marque feront partie évidemment de ces objectifs. Par votre question, vous attirez également mon attention sur le risque de concentration bancaire à La Réunion et vous me demandez que l'autorité de la concurrence rende un avis sur cette opération. Vous le savez, il appartient d'abord à la BPCE de s'assurer de la conformité de son opération à la réglementation. Elle a considéré qu'elle n'avait pas lieu de notifier l'opération à l'autorité de la concurrence. Si l'autorité de la concurrence, que je sais attentive, vous aussi, à ce sujet, le pense nécessaire, elle devra prononcer sous astreinte une obligation de notifier l'opération et à partir de là, de juger de cette concentration et de ses conséquences éventuelles à La Réunion. Voilà ce que je voulais vous dire. Je reste très attentif à tous les aspects de cette opération concurrentielle, sociale et de préservation de l'identité de l'île de La Réunion. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marie-Jo Zimmermann. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Chaque année, le 8 mars, nous rappelons les lois que nous avons fait voter par nos majorités respectives en faveur d'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes, à la fois dans le domaine politique, professionnel et social. Je voudrais rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui, à leurs différents niveaux de responsabilité, ont participé à cette évolution, transcendant ainsi tous les courants politiques, de gauche comme de droite. Malheureusement, force est de constater que malgré des résultats indéniables, le chemin est encore long. Depuis 3 ans, nous dénonçons l'explosion de la pression fiscale qui pèse sur les ménages et le démantèlement de la politique familiale qui était pourtant un modèle en Europe. Elle permettait aux femmes de concilier enfants et travail. Ce démantèlement de la politique familiale s'est notamment traduit par la double réduction du quotient familial, la remise en cause de la prime à la naissance et du congé parental, le décalage du versement de la prestation d'accueil du jeune enfant, la modulation des allocations familiales et aussi par la mise en place de façon autoritaire, sans concertation, des rythmes scolaires qui ont des conséquences très négatives, surtout pour les femmes. Par ailleurs, n'oublions pas que la hausse continue du chômage touche principalement les femmes et passe celles-ci dans une précarité plus grande que celle des hommes. Aujourd'hui, près de 9 millions de Français vivant en dessous du seuil de pauvreté, près de 5 millions sont des femmes.
Monsieur le Premier ministre, l'égalité entre les femmes et les hommes ne se déclare pas avec telle ou telle mesure symbolique ou effet d'annonce. Elle s'applique au quotidien et surtout dans chaque politique publique. Arrêtons d'opposer bilan à bilan. Défendre les femmes, c'est respecter la politique familiale. Et je vous demanderai de revenir sur certaines mesures, car aujourd'hui, malheureusement... Merci, Madame Zimmermann. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Marie-Jo Zimmermann, à quelques jours du 8 mars, nous devons nous retrouver et nous rassembler pour valoriser les actions en direction des droits des femmes. Parce que, je veux le dire, il ne s'agit pas de penser aux droits des femmes une fois par an, mais de s'engager tout au long de l'année pour faire en sorte que les droits de toutes les femmes, et en particulier de celles qui veulent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, puissent aller de l'avant. Alors je n'entends pas vos critiques, Madame la députée, parce qu'à l'échelle internationale, la France, en l'espace d'1 an, est passée de la 45e à la 16e place pour les actions qu'elle mène en direction des femmes et en direction de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et cela, nous la devons à l'action résolue du gouvernement en direction des femmes, en direction des familles. Il y a quelques jours, avec Pascal Boitard, Laurence Rossignol, nous étions à la Caisse d'allocation familiale de Paris pour signer la convention sur la garantie des impayés de pensions alimentaires. C'est une garantie qui va aller directement jusqu'à hauteur de 100 € par enfant, qui va permettre à la CAF de verser les pensions alimentaires qui ne sont pas payées par les pères défaillants et qui va permettre aux CAF de se retourner contre les pères défaillants. Nous avons engagé un vaste plan d'aide aux familles en permettant la mise en place de structures d'accueil pour la petite enfance. 270 000 places d'accueil vont être créées, des places de crèche, des places à l'école, des places d'assistantes maternelles. Vous le voyez, Madame la députée, c'est au quotidien que nous travaillons pour les femmes, pour les familles, pour la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Et je voudrais que chacun sur ces bancs puisse se retrouver pour cette belle ambition. Merci. La parole est à Monsieur Rémi Pauvros. On a changé de question et on essaye d'écouter les questions et les réponses. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. En posant la question au sujet de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord Picardie, nous, en ce qui nous concerne, ne procéderons ni à la surenchère, ni à la démagogie, parce que les nombreux retraités touchés par les problèmes de versement de leurs pensions attendent de nous respect et efficacité. Par contre, les parlementaires de la majorité du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie, qui vous ont alerté, expriment une exigence absolue. Une solution rapide doit aujourd'hui être mise en œuvre. Il y a urgence, non seulement parce que ces personnes vivent des situations économiques désastreuses, mais aussi parce qu'il s'agit de leur dignité. Ces travailleurs que nous connaissons bien n'ont pas à quémander leurs dus. Nous connaissons les causes de la situation. Les effets du baby-boom d'après-guerre, la mise en œuvre des textes de la retraite de 2010, la réforme remarquable de 2012 qui a permis aux carrières longues de bénéficier de la retraite dès 60 ans et bon nombre de nos travailleurs dans notre région industrielle ont pu bénéficier de cette mesure. En plus et surtout, nous faisons face à un grave dysfonctionnement de la CARSAT Nord-Picardie. Des responsabilités seront à dégager. Le manque complet d'anticipation est inacceptable. Vous avez déjà pris un certain nombre de dispositions au mois de décembre dernier, mais à l'évidence, celles-ci ne se sont avérées insuffisantes. Vous avez complété le dispositif en demandant à l'IGAS un rapport. Les informations vous ont été communiquées par des responsables de cette caisse étaient insuffisantes, pour ne dire plus. Madame la ministre, nous souhaiterions savoir quelles sont les dispositions nouvelles que vous comptez prendre permettant une réponse à l'attente légitime de celles et de ceux qui, depuis plusieurs mois, n'ont pas obtenu leur droit à la retraite. Merci, Monsieur Pauvros. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. S'il vous plaît, on écoute la réponse. Elle intéresse tout le monde. Monsieur le député Rémi Pauvros,
je veux dire que la situation que rencontrent des retraités dans la région Nord-Pas-de-Calais est absolument inacceptable. Parce qu'il y va de la dignité d'hommes et de femmes qui ont travaillé toute leur vie et qui ont droit à la dignité et au respect de leur personne au moment de leur retraite. C'est pour cela que je vous remercie, avec vos collègues parlementaires socialistes et républicains, de nous avoir alertés il y a quelques mois sur cette situation, ce qui nous a amenés à prendre des dispositions que vous avez annoncées. Les responsabilités seront établies et les mesures qui s'imposeront seront prises. Mais aujourd'hui, c'est en direction des retraités qu'il s'agit de s'adresser. D'ores et déjà, le nombre de dossiers en retard, grâce aux mesures qui ont été prises avant les fêtes de fin d'année, est passé de 7 500 à un peu plus de 4 000. C'est une amélioration significative, cela n'est pas suffisant. Nous avons également mis en place une aide exceptionnelle d'urgence pour certains retraités. Je veux dire que cette aide de 800 € vient en plus des retraites à venir et ne sera pas récupérée. Mais d'autres mesures doivent être prises. La première, 2 500 dossiers vont être délocalisés de la CARSAT du Nord en direction d'autres CARSAT pour un traitement immédiat et prioritaire. D'autre part, je veux annoncer que l'aide de 800 € est reconduite pour tous les retraités qui ont un retard dans leur versement de retraite. Il suffit d'être en retard pour pouvoir bénéficier de cette aide de 800 €, même si, je le dis, même si cette aide a déjà été perçue une première fois. Vous le voyez, monsieur le député, nous sommes mobilisés car c'est la vie et la dignité de ces retraités qui nous préoccupent. La parole est à madame Geneviève Gosselin-Fleury, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, le groupe Areva fait une opération vérité sur la situation de ses comptes. Les dirigeants du groupe ont en effet annoncé une perte de 4,8 milliards d'euros au titre de l'exercice 2014 pour un chiffre d'affaires en recul de 8%. Ces chiffres résultent d'un certain nombre de dépréciations, 2 milliards de provisions sur des pertes de valeur sur les mines, des provisions pour pertes sur les contrats des EPR en Finlande et à Flamanville, avec des retards et des dépassements financiers se chiffrant en centaines de millions, voire à terme en milliards d'euros. Enfin, la baisse du plan de charge liée aux conséquences de l'accident nucléaire de Fukushima. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire quelles sont les perspectives d'avenir du groupe Areva et quelle est votre vision d'une nécessaire restructuration de la filière française de l'énergie? Pouvez-vous également nous préciser quel rôle l'État français entend jouer dans l'organisation de cette filière? Merci. Merci madame. La parole est à monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Madame la députée, madame Geneviève Gosselin-Fleury, Areva, vous venez de le dire et vous le savez, a présenté ce matin ses comptes 2014 très dégradés, près de 5 milliards de pertes. Et cette opération vérité, pour reprendre votre terme, était inévitable, elle était même indispensable. Vous avez bien expliqué les raisons. Difficultés sérieuses, et le mot est faible, sur certains grands projets. Évolution des marchés nucléaires mondiaux suite à l'accident nucléaire de Fukushima. Choix stratégiques erronés. Difficultés de management. Dans ce contexte, je souhaite redire devant vous l'implication totale du gouvernement pour que la filière nucléaire française soit remise en ordre de marche. Et l'État a, pour le nucléaire français, une ambition et il entend bien se faire entendre. Aujourd'hui, le gouvernement a 3 priorités. D'abord, restaurer la compétitivité d'Areva pour ne plus perdre d'argent dans l'exploitation quotidienne de l'entreprise. C'est un impératif et c'est la mission confiée au management, à la direction de l'entreprise que nous avons entièrement renouvelée en début d'année. Ce plan de transformation d'Areva sera élaboré puis mis en œuvre dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et il devra porter, je le dis bien, sur tous les leviers du redressement de l'entreprise. J'entends
comme vous et comme beaucoup de parlementaires sur tous les bancs, les inquiétudes sourdes des salariés sur les conséquences sociales de ce plan. Et je les comprends. La meilleure réponse, c'est que l'entreprise pose les bases d'un dialogue social efficace, vraiment efficace, qui permette d'identifier les mesures à mettre en œuvre dans la concertation, une vraie concertation avec les salariés et avec les élus des territoires concernés, et surtout avec esprit de responsabilité. Ce travail sera long, intense, mais n'en doutons pas, la concertation sera profitable. Et tout doit être mis en œuvre pour éviter les licenciements et privilégier d'abord l'activité et l'emploi dans chacun des territoires concernés. Deuxièmement, il nous faut ensuite poser les bases de la refondation de cette filière industrielle essentielle pour notre pays. Nos grands groupes français du nucléaire doivent abandonner les querelles passées qui nous ont coûté très cher précisément il y a quelques années et s'engager sans réserve dans la voie de la coopération. Le président de la République et moi-même avons fixé des orientations très claires. Dans les semaines qui viennent, les ministres Emmanuel Macron et Ségolène Royal, sans tabou, examineront les propositions que lui feront les directions générales d'EDF et d'Areva, qui doivent travailler ensemble et dans une coopération qui doit être la plus étroite possible. Il leur reviendra également de veiller à l'effet d'entraînement attendu pour l'ensemble de la filière. Enfin, Areva, remise sur pied, sur son cœur de métier et la filière restructurée, je souhaite que l'on se concentre sur les enjeux d'avenir. D'abord, le parc nucléaire français, avec l'achèvement de Flamanville et le programme de grand carénage en cours de construction. Ensuite, les projets à l'international, et tout particulièrement en Chine. J'en reviens et je peux vous dire que les possibilités de coopération dans ce domaine, comme dans bien d'autres, sont immenses, mais aussi au Royaume-Uni et partout où des programmes de construction nucléaire sont relancés. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, le gouvernement est totalement mobilisé pour Areva et pour la filière nucléaire française. Cette filière nucléaire est une filière d'avenir et l'État prendra ses responsabilités et toutes ses responsabilités. C'est un enjeu fondamental en termes de souveraineté, d'indépendance énergétique et de lutte contre le changement climatique. Et dans ce domaine, la France dispose d'atouts exceptionnels que je veux saluer ici. La France est fière de ses 2500 entreprises, fière des 220 000 salariés qui travaillent tous les jours dans le nucléaire et fière, et je leur dis notamment dans ce moment-là, des salariés d'Areva qui méritent notre considération, notre soutien et notre écoute. Nous ne le laisserons pas tomber. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Écoutez Monsieur le Premier ministre, l'un des membres du gouvernement a exprimé ce matin des mots inqualifiables à l'égard de l'un de nos collègues, dont les propos sont jugés, je cite, « déchets de la pensée humaine ». Et le groupe UMP vous demande de condamner avec fermeté une telle déclaration. Dans toutes les communes, les maires élaborent leur budget, mais doivent faire face à une situation devenue insoutenable, avec la baisse drastique des dotations de l'État, combinée à des transferts de charges de plus en plus importants qu'il faut financer. La conséquence, c'est la crainte de ne plus pouvoir maintenir les services indispensables à la vie quotidienne de nos concitoyens. Ceci n'est pas acceptable. Le gouvernement coupe les vivres des élus locaux pour leur faire assumer des hausses d'impôts, ceci n'est pas responsable. Et la baisse de l'investissement public aura des conséquences dramatiques pour nos territoires, pour nos entreprises et pour l'emploi que vous allez encore détruire. Monsieur le Premier ministre, dans ce contexte, que faut-il attendre de votre réforme territoriale qui ne favorise pas la clarification? Les Français ne connaissent toujours pas les compétences qu'exerceront les futurs élus des départements. Savez-vous qu'il y a des élections à la fin du mois? Monsieur le Premier ministre, rassurez nos concitoyens, les maires, les élus locaux, prêts à faire des économies et à participer aux efforts. Allez-vous leur donner les moyens nécessaires, ces moyens aux communes, pour qu'elles demeurent les structures de base de notre démocratie, qui incarne la proximité, la solidarité et la République?
Ce cri d'alarme, aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, pourrait vite se transformer, s'il n'était pas entendu, en une manifestation de colère, demain, de tous les élus de France et de tous les Français. Merci. La parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le député Bernard Parut. 2 éléments de réponse. La baisse des dotations des collectivités locales accompagne la baisse de 50 milliards d'économies de la dépense publique. Depuis des semaines, on me dit oui, mais il ne faut pas toucher aux dotations des collectivités. Ne pas toucher la dotation des collectivités, c'est rendre impossible cette baisse, alors que moi je lis dans des journaux dans lesquels vous vous êtes les uns et les autres exprimés qu'il faut passer de 50 milliards d'économies à 100 milliards. Donc on ne peut pas dire blanc, noir, gris dans les mêmes déclarations. C'est le premier élément. Le second concerne les élections et le fait que nous discutons en première lecture. Je vous rappelle que vous avez déjà connu, nous avons ensemble connu cette situation en 2004. La première lecture sur les compétences des régions a été conduite avant les élections, la deuxième lecture après les élections, et entre les deux, d'ailleurs, le projet de loi est passé de régionaliste à départementaliste. Et le troisième élément, monsieur, c'est que le Premier ministre, très conscient de cette situation, a décidé de passer un accord avec les sénateurs, parce que la majorité du Sénat a passé, et avec les députés ici, avec l'accompagnement très efficace d'Olivier Dussopt et des rapporteurs, pour que la lecture soit le reflet d'un accord entre les députés et les sénateurs, et pour qu'on soit très ferme sur le fait que, du coup, cette première lecture donne clarté. Les départements ont toujours la solidarité, bien évidemment, et c'est ce qu'attendent nos populations. S'occuperont des routes, c'est votre demande, des collèges, et en fait, nous avons, je crois, établi un accord, et on ne peut pas... Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Razieh Hammadi. S'il vous plaît, on écoute la nouvelle question. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Le racisme, l'antisémitisme, les discriminations, l'homophobie, la discrimination qui vise les personnes en situation de handicap, celles qui font que dans notre pays, les femmes touchent 25% de moins que les hommes, et comme une étude récente dévoilée ce matin, lorsqu'elles sont cadres, touchent jusqu'à 10% de moins que les hommes. C'est sur ce terreau que se multiplient les discriminations. Ce matin, le président de la République a annoncé sa volonté de voir transposer dans le dispositif législatif l'action de groupe afin de lutter contre les discriminations, comme vous l'aviez fait déjà, Madame la garde des Sceaux, il y a un mois. De quoi s'agit-il? Il s'agit de faire ce que nous avons fait dans la loi qui était portée par Benoît Hamon et dont j'étais le rapporteur, de faire ce que nous avons fait pour la consommation. Une action de groupe qui permet à nos concitoyennes, à nos concitoyens de se regrouper pour faire valoir leurs droits. Madame la garde des Sceaux, le groupe socialiste a déposé il y a maintenant plus d'un an une proposition de loi à cet effet. Madame la garde des Sceaux, dans notre pays, selon le Bureau international du travail, 50% des personnes victimes de discrimination ne vont pas devant la justice parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué. À la veille de la journée du 8 mars, au moment où le racisme, l'antisémitisme, le rejet quelquefois de nos concitoyens du fait de leur religion se multiplient, eh bien l'action de groupe est un acte important. Comme disait Gambetta, la démocratie, ce n'est pas énoncer des égaux, c'est d'en faire. Quel est votre calendrier, Merci, Madame la garde des Monsieur Sceaux? Hammadi. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, plaît. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Razieh Hammadi, merci. Monsieur le député, merci Allez. vraiment très chaleureusement, Mesdames et Messieurs les députés.
pour votre soutien qui n'a jamais failli. Monsieur le député Raziabani, je veux d'abord saluer votre implication très très forte pour l'action de groupe comme instrument de lutte contre les discriminations. Nous savons que les discriminations écrasent la personne qu'elles frappent, elles humilient, elles visent à exclure. Des citoyens se placent au-dessus d'autres citoyens pour leur dénier leurs droits et leurs libertés. Ces abus, en fait, fracassent le lien social, disqualifient le contrat social et finissent par ébranler la République. Le président de la République a confirmé la création d'une procédure civile d'action de groupe qui permettent à des victimes de se regrouper. Et cette procédure participe d'un dispositif cohérent, d'un dispositif d'ensemble qui est composé également de mesures législatives contre les actes racistes, antisémites, sexistes, xénophobes, homophobes, contre les discriminations. Et en plus, nous mettons en place une plateforme unique d'aide aux victimes de ces discriminations. Les victimes isolées, en effet, vous avez raison, peinent à agir, parce que même lorsque la discrimination est flagrante, il est parfois difficile d'en rapporter la preuve. Et ces victimes, souvent déjà confrontées aux effets psychologiques et matériels de la discrimination, renoncent à l'action judiciaire. Donc nous avons facilité cette action commune, faire en sorte que les préjudices soient réparés, mais aussi faire en sorte de dissuader ceux qui se livrent à ces actes discriminatoires. Le gouvernement veut agir vite et bien. Nous avons donc introduit ces dispositions dans la réforme de la justice du quotidien pour moderniser, simplifier cette justice au service du citoyen. Nous travaillons sur du matériau de qualité, un rapport qui m'a été remis en décembre 2013, les travaux que vous-même avez produits et je rappelle que vous travaillez régulièrement avec la chancellerie. Merci Madame la ministre. Et bien entendu, la les parole est à Monsieur viennent. François Cornu-Gentil. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Chacun connaît la situation préoccupante du budget de la Défense, auquel il manque plus de 2 milliards d'euros pour 2015. Alors que le problème est identifié depuis plus d'un an, un flou très inquiétant perdure. D'un côté, les ministres Macron et Le Drian proposent des sociétés de projets qui sont très loin de faire l'unanimité. D'un autre côté, les ministres Sapin et Eckert s'opposent absolument à cette solution et évoquent un plan B qui reste, à ce jour, à définir. Tous les quatre prétendent pourtant s'inscrire dans une ligne présidentielle apparemment ambiguë. Le temps presse. En effet, laisser dériver les choses jusqu'à l'été aboutirait, dans les faits, à amputer le budget de la Défense, le ministère n'étant plus en mesure d'équiper les forces avec des crédits trop tardivement alloués. Il est urgent de trancher et de dire enfin clairement les choses. C'est de bonnes méthodes budgétaires, mais c'est surtout un impératif moral compte tenu de l'engagement actuel de nos militaires sur tous les fronts. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous poser deux questions. Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous êtes sur la ligne Macron-Le Drian ou sur la ligne Sapin-Eckert, à moins que vous ne soyez vous-même porteur d'un plan C que nous aimerions connaître. Et d'autre part, pouvez-vous prendre l'engagement que les crédits attendus par la Défense, notamment pour ses équipements, seront disponibles d'ici fin juin, c'est-à-dire sans attendre la loi de révision de la programmation militaire? Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. À cette question importante et parfaitement respectable, posée par un député qui connaît bien, ne réagissez pas comme ça lorsqu'on fait un compliment sincère, et par un député qui connaît bien le budget de la Défense et l'enjeu de la Défense, je voudrais répondre aussi avec beaucoup de clarté. La trajectoire de la loi de programmation militaire, elle a été respectée jusqu'à présent et elle le sera. Et vous le savez bien, c'est suffisamment rare dans l'histoire récente de la France pour pouvoir être souligné. Cette loi de programmation militaire comprend, comme les précédentes, vous le savez bien, une part principale de crédit budgétaire et une part de ressources exceptionnelles. Ce dont vous nous parlez, c'est la part de ressources exceptionnelles actuellement non budgétaires. Aujourd'hui, un risque pèse, même s'il n'est pas certain, un risque pèse sur le calendrier de perception des ressources exceptionnelles et notamment sur celles prévues en 2015. Le président de la République a confirmé
son engagement au respect de la loi de programmation militaire. Et donc le gouvernement, c'est son travail, réfléchit aux solutions qui permettront de compenser un décalage de ressources exceptionnelles si ce décalage s'avérait exact. Les sociétés de projet constituent une réponse et conformément aux souhaits, vous le savez bien parce que ça a été débattu dans cet hémicycle, au souhait du président de la République, toutes les dispositions, y compris législatives, via la loi Macron, sont prises pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif. Cependant, les sociétés de projet présentent aussi un certain nombre d'inconvénients et il n'est donc pas interdit de s'interroger sur d'autres solutions. Je vais donc résumer clairement la position du gouvernement et de la seule ligne qui existe au gouvernement. 1. Il existe une loi de programmation militaire, elle sera respectée. 2. Il existe un risque, même s'il n'est pas encore avéré, que des ressources exceptionnelles ne soient pas au rendez-vous. 3. Il y a une solution intéressante, les sociétés de projet. 4. Il est quand même de ma responsabilité de regarder s'il n'y a pas d'autres solutions qui permettront de donner à nos armées tous les moyens nécessaires. Merci, sans monsieur avoir le les ministre. La inconvénients parole budgétaires. est à monsieur Jean-Louis Roumégas. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie. La France accueille dans 10 mois la 21e conférence sur le climat. Il s'agit d'aboutir à un accord ambitieux pour limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Je voudrais insister aujourd'hui sur l'un des principaux moteurs du changement climatique. Je veux parler de la déforestation. Chaque année, ce sont 13 millions d'hectares de forêt, c'est-à-dire 4 fois la superficie de la Belgique, qui sont détruits. Le commerce de bois illégal est l'une des causes majeures de cette déforestation. Il représente, selon Interpol, entre 15 à 30% du commerce total de bois. Ce trafic à grande échelle détruit le poumon de notre planète et viole le droit de peuples forestiers. La France est particulièrement concernée par ce trafic. Comme l'ont rappelé ce matin des militants de Greenpeace devant l'hôtel de Roquelaure. Il y a tout juste 2 ans, le 3 mars 2013, entrer en vigueur le règlement bois de l'Union européenne pour lutter contre ce trafic illicite. Depuis le 13 octobre 2014, par ailleurs, la France dispose, par l'article 76 de la loi d'avenir agricole, d'un régime de sanctions et de dispositions concernant le contrôle des opérateurs. La responsabilité de ces contrôles est répartie entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie. Mais à ce jour, le ministère de l'Écologie ne s'est pas doté des moyens de remplir sa mission. L'année où la France accueille la conférence internationale sur le changement climatique, notre pays se doit d'être absolument exemplaire dans la lutte contre les crimes environnementaux. Alors, pouvez-vous détailler les mesures que compte prendre le ministère pour appliquer le règlement européen et lutter efficacement contre les importations de bois illégales? Merci, monsieur Roumégas. La parole est à monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des transports de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous l'avez rappelé, depuis le 3 mars 2013, le règlement bois de l'Union européenne interdit la commercialisation de bois dérivés issus d'une récolte illégale et oblige chacun des opérateurs, premiers metteurs en marché, à mettre en place ce que l'on appelle un système de diligence raisonnée. La mise en œuvre effective de ces contrôles nécessitait une phase préalable pour créer dans notre droit positif un système de sanctions. Ce système de sanctions a été adopté dans le cadre de l'article 76 de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Il découle de cette loi, vous l'avez rappelé, que les agents du ministère de l'Agriculture sont habilités à contrôler les exploitants forestiers et les scieurs et que le ministère de l'Écologie, pour sa part, a en charge le contrôle des autres opérateurs. Pour le ministère de l'Écologie, les modalités d'organisation font actuellement l'objet d'une mission conjointe des inspections des ministères de l'Agriculture et de l'Écologie qui évalue les charges de travail et les compétences à mobiliser pour pouvoir agir efficacement. Cette mission doit rendre prochainement ses conclusions, ce qui permettra à la ministre, dans les prochaines semaines, de décider du dispositif permettant en œuvre un contrôle approprié. La lutte contre l'importation de bois illégal est un élément important de la protection de la biodiversité
et le gouvernement est déterminé à appliquer les contrôles de manière efficace. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alain Moine-Bressan. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Salon de l'agriculture vient de se terminer. C'est le lieu tendance où tous les élus de haut rang se devaient d'être présents, le verre à la main, les assiettes bien garnies et le sourire aux lèvres. Mais cette vitrine du monde rural, symbole du prestige de notre agriculture, n'est-elle pas aujourd'hui l'arbre qui cache la forêt? Monsieur le Premier ministre, quittez le champ des caméras et venez dans nos campagnes. Vous y rencontrerez des agriculteurs, jeunes et moins jeunes, formés, motivés, passionnés par leur métier, qui ont investi énormément pour améliorer la productivité de leurs exploitations. Dans mon département, l'Isère, j'ai rendu visite la semaine dernière à de jeunes producteurs de lait. Ils sont, pour la profession, des exemples en matière d'innovation, puisqu'ils se sont équipés de robots, dernier cri, de traite et d'alimentation. Monsieur le Premier ministre, ces agriculteurs avant-gardistes ne s'en sortent plus. La raison est simple. En janvier 2014, la tonne de lait se vendait 392 €. En janvier 2015, elle a chuté à 340 €. Dans le même temps, les charges sociales et fiscales n'ont fait qu'augmenter. Les tracasseries administratives se sont multipliées et l'accompagnement de la PAC s'est réduit. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement assujettit nos agriculteurs à des normes en matière de sécurité ou d'environnement encore plus contraignantes que celles qui leur sont imposées par l'Europe, les condamnant ainsi à une sorte de double peine. Résultat, notre agriculture décroche. Après avoir occupé le rang de deuxième exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires, elle est désormais passée en 5e position. Nos agriculteurs sont désabusés et profondément inquiets pour l'avenir. Il y a urgence. Comment comptez-vous répondre à ce désarroi? La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, j'ai, comme vous, beaucoup passé de temps au Salon de l'Agriculture. J'aurais d'ailleurs été très heureux de vous y accueillir et de visiter avec vous des exploitants agricoles et des stands. Je voudrais vous dire d'abord, Monsieur le député, que pour ce qui est de la perte de la compétitivité et du passage de la 3e place à la 5e place, ça s'est passé, je suis désolé de le dire, avant 2012, au moment où vous étiez vous-même aux responsabilités. Deuxièmement, vous dites que les normes qui sont appliquées aujourd'hui à l'agriculture seraient surtransposées. Je vous rappelle que toutes les normes qui s'appliquent aujourd'hui ont été décidées lorsque vous étiez au gouvernement. Aucune surtransposition et aucune norme nouvelle n'a été à l'initiative du gouvernement, sauf dans le cadre de la loi d'avenir pour offrir de nouvelles perspectives à l'agriculture, avec en particulier l'agroécologie. Enfin, vous évoquez les questions fiscales qui pèseraient aujourd'hui et l'alourdissement des cotisations. L'agriculture bénéficiera, comme l'ensemble des acteurs économiques, du pacte de responsabilité. Que ça soit sur le CICE, ou les allègements de charges patronales pour les indépendants dont profiteront légitimement les agriculteurs. C'est 600 millions d'euros qui seront disponibles pour l'agriculture et je ne peux pas accepter ce que vous dites. Il n'y a pas eu d'augmentation, ni de cotisation, ni de fiscalité. Par contre, le prix du lait, ça c'est un sujet. Mais c'est un sujet qui dépend beaucoup de décisions, je vais le dire aussi, qui ont été prises en 2008. La suppression des quotas laitiers, c'est en 2008 que ça a été décidé. Et aujourd'hui, nous avons à gérer, c'est vrai, une volatilité des prix sur laquelle la France s'est engagée à négocier avec l'Europe une sortie et une remise en place de quelque chose de nouveau pour le post-quota laitier que vous aviez malheureusement décidé. Merci. La parole est à Monsieur Ibrahim Aboubacar. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Ma question s'adresse à la ministre des Outre-mer. À la demande de tous les acteurs mahorais, demande que j'ai relayée dans cette enceinte depuis 2012, le Conseil des ministres a décidé le 8 janvier 2014 de proposer aux décideurs du département de Mayotte l'élaboration d'un document stratégique Mayotte 2025 dont l'objet consiste en une feuille de route concertée
portant sur la mise en œuvre de la départementalisation et de la ripaysation de ces territoires autour d'objectifs partagés. Depuis, les acteurs locaux, qu'ils soient élus, représentants socio-économiques, administration de l'État ou citoyens, se sont attelés à cet exercice exaltant et les synthèses qui en ont résulté ont été communiquées au gouvernement à la fin de l'année dernière. Le Premier ministre devait venir conclure ses travaux lors de son déplacement dans l'océan Indien qui était prévu ce premier trimestre. Ce déplacement a été reporté pour les raisons que chacun connaît et comprend suite aux événements que notre pays traverse depuis le 7 janvier dernier. Néanmoins, tous à Mayotte s'impatientent légitimement sur les suites qui seront données à cette mobilisation collective. Aussi, à l'heure où le projet de loi NOTRe est en discussion devant notre Assemblée, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer le sentiment du gouvernement sur les travaux qui lui ont été communiqués et les orientations que ceux-ci lui inspirent? Par ailleurs, pouvez-vous nous indiquer ce que sera le processus de conclusion de ce document stratégique Mayotte 2025 ainsi que de sa mise en œuvre? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ibrahim Aboubacar, comme vous l'avez dit, Mayotte est engagée dans une évolution très rapide, puisque aujourd'hui, Mayotte est à la fois département à part entière et région ultrapériphérique à part entière. Ceci suppose des évolutions extrêmement rapides pour ce territoire que nous devons accompagner avec beaucoup de soin. C'est la raison pour laquelle nous sommes convenus d'essayer de mettre noir sur blanc ce que nous voulons pour les 10 ans à venir, pour l'évolution de Mayotte. Et vous avez été d'ailleurs partisan résolu de cette démarche. Donc depuis qu'elle est démarrée, nous constatons qu'il y a eu beaucoup de participation, il y a eu beaucoup de propositions émanant des uns et des autres sur Mayotte. Donc actuellement, ce qui a été fait localement, c'est d'harmoniser tout cela pour arriver à un plan qui soit un plan organisé et ordonné. Puisque nous savons que si Mayotte a beaucoup de potentialités, ces évolutions rapides lui créent aussi un certain nombre de difficultés que nous devons surmonter. Donc aujourd'hui, une fois que ce document me sera transmis de manière officielle, nous allons engager une démarche de concertation interministérielle, puisque tous les ministères sont concernés par les évolutions à venir sur Mayotte. Et lorsque ceci sera abouti à un plan qui soit à peu près correct, à ce moment-là, nous pourrons passer à la phase de signature. Ce que je peux vous dire, c'est que d'ores et déjà, nous nous félicitons de la qualité du travail qui a été fait par les différents partenaires sur Mayotte et que nous espérons aboutir dans cette démarche très prochainement et en tout cas avant la fin du premier semestre de 2015. Merci. Merci Madame. La parole est à Monsieur Michel Piron. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, lors de votre déclaration de politique générale le 16 septembre dernier, vous nous rappeliez ici même le mot de Mendes France, gouverner c'est choisir. Mais quel choix avez-vous donc fait depuis 6 mois? S'agissant des contraintes qui pèsent sur le travail, entre les mesures de janvier qui simplifient la vie des entreprises, c'est vrai, et l'instauration d'un compte pénibilité qui la complique, c'est encore vrai. Où est la cohérence? Quel est votre choix? S'agissant du logement, entre un meilleur ciblage des aides à la construction et l'annonce de la suppression possible des aides à l'accession sociale à la propriété, où est la cohérence? Quel est votre choix? S'agissant de la santé, entre le renforcement du service public hospitalier promis dans la prochaine loi et la suppression de 22 000 postes dans l'hôpital d'ici 2017, où est la cohérence? Quel est votre choix? S'agissant de la réforme territoriale, là où on attendait un rapprochement entre régions et départements, l'agrandissement de régions aux compétences à peine accrues renforcera tout au contraire le rôle de département aux compétences quasi maintenues. Où est la simplification dans le maintien de cet empilement? Là encore, quel est votre choix? Monsieur le Premier ministre, vous l'avez bien compris, faute de choisir, vous additionnez les mesures les plus contradictoires qui répondent peut-être aux contradictions de votre majorité, mais rendent ainsi votre politique illisible,
voire décourageante pour nombre de nos concitoyens. Aussi bien ma question est double. Avez-vous, Monsieur le Premier ministre, le pouvoir d'arbitrer? Et si vous l'avez, en avez-vous encore la volonté? La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, compte tenu de la complexité de la question. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Piron, nous étions évidemment en concertation avec mes collègues pour savoir si nous n'allions pas faire un chœur pour essayer de vous répondre. Parce que comme vous insistez sur le problème de la cohérence et qu'il faut qu'elle soit présente, évidemment, vu la diversité des sujets que vous avez abordés, et j'allais dire parfois, vous excusez cette remarque, mais le caractère peu proportionnel des oppositions un peu factices que vous mettiez, nous avions à la fois, il me faudrait beaucoup plus de 2 minutes pour répondre à l'ensemble de vos interrogations, mais je veux vous dire d'une façon très simple, c'est que vous l'avez bien noté, monsieur le député, les têtes de chapitre que vous avez abordées sont bien les axes, et il y en aurait d'autres, principaux sur lesquels ce gouvernement s'est engagé et la confiance a été votée il y a maintenant presque 1 an et sur lequel ce gouvernement met en œuvre point par point, qu'il s'agisse des engagements budgétaires, de maîtrise de la dépense publique, qu'il s'agisse des éléments de politique de simplification de l'ensemble des procédures, des relations entre les citoyens et l'État, des citoyens et des entreprises. Sur tous ces sujets, nous avançons d'une façon déterminée. Vous avez vous-même, monsieur le député, participé à la discussion sur la loi Macron. Vous savez combien ces éléments ont permis et permettent, malgré le vote que vous avez fourni jusqu'à présent, vous savez très bien combien cette loi est aujourd'hui porteuse de simplification et d'efficacité économique. S'il vous plaît. Je pourrais parler des mesures aussi qui ont été adoptées en matière de politique du logement, qui montrent qu'aujourd'hui, la relance de la politique de construction se met en œuvre. Bref, sur tous ces sujets, vous le savez, monsieur le député, cette majorité est à l'œuvre, elle avance avec détermination, Merci, le redressement est en marche. Merci. Merci. La parole est à Madame Laurence Harribagé. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je souhaite exprimer ici l'exaspération et la colère des Toulousains, et en particulier des commerçants, suite aux manifestations du 21 février dernier, organisées par l'extrême gauche et les zadistes opposés au barrage de Sivens. Ces manifestations autorisées par la préfecture, la 7e en 6 mois, visaient pourtant à faire pression de façon inadmissible sur la prochaine décision que prendra le Conseil général du Tarn sur l'avenir du barrage. Elles ont débouché sur le saccage de nombreux commerces et à nouveau sur de violents affrontements avec les forces de l'ordre au milieu d'une foule choquée en plein samedi après-midi. Or, mis à part la présence alibi de quelques militants écologistes contemplatifs, les ZAD, zones à défendre, présentées comme des zones de résistance citoyenne, sont en réalité des zones de non-droit, des zones illégales et des zones de violence où des groupes radicalisés défient la souveraineté populaire et bafouent l'autorité de l'État. À titre d'exemple, certains zadistes empêchent des agriculteurs de se rendre sur leurs exploitations, bloquent des routes, érigent des campements sauvages, occupent illégalement des terres, menacent des entreprises, sabotent des installations, perturbent la vie des riverains et suscitent des affrontements quand ils ne vandalisent pas des centres-villes comme celui de Toulouse. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous sommes certes rentrés dans l'ère de la contrainte pénale, enfin si on peut dire, mais au-delà de vos calculs électoraux, est-ce qu'une telle complaisance à l'endroit de ses opposants à la démocratie représentative est la seule réponse d'un État fort et responsable? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, comme vous le savez, il n'y a absolument aucune complaisance à l'égard des casseurs, de ces violences qui se déploient dans les villes et que je veux condamner avec la plus grande fermeté. Il y a eu, à l'occasion de ces manifestations que vous évoquez, des violences inacceptables qui ont conduit à Toulouse comme à Nantes 15 policiers et gendarmes à se trouver blessés, dont certains grièvement. Si la démonstration devait être faite dans cet hémicycle
que ce ne sont pas les policiers et les gendarmes qui sont à l'origine des violences, mais qui les subissent au contraire pour pouvoir protéger les personnes et les biens, la manifestation de Toulouse comme celle de Nantes en aura apporté la démonstration éclatante. Au terme de ces manifestations, j'ai donné des instructions extrêmement claires à l'ensemble des préfets de France pour que chaque manifestation annoncée puisse faire l'objet d'une évaluation précise des risques qu'elle présente, de manière à ce que les événements qui se sont produits ne se reproduisent pas, et que dès lors que des éléments nous sont communiqués, notamment par les services de renseignement territorial témoignant du risque de violence, nous puissions prendre effectivement nos responsabilités en n'autorisant pas ces manifestations de telle sorte à protéger les manifestants sincères de tout risque de violence, mais aussi, comme vous l'avez dit, les commerçants et les citoyens. Enfin, je voudrais terminer en vous disant que dans un contexte d'extrême tension, le gouvernement est dans la responsabilité et dans la fermeté. Dans la responsabilité parce que nous ne voulons pas de violence, parce que nous voulons protéger les manifestants et les citoyens du risque de violence à l'origine desquels se trouve une poignée d'individus qui sont des casseurs sans foi ni loi et qui ne respectent qu'aucune règle. Et par conséquent, aujourd'hui, des gendarmes et des policiers s'interposent dans un certain nombre de localités pour éviter ces affrontements. Et deuxièmement, je veux vous dire avec la plus grande netteté que le droit passera et que le gouvernement prendra ses responsabilités face à ces groupes de casseurs. La parole est à Monsieur Charles de Courson. Ma question s'adresse au ministre des Finances et des Comptes publics. Monsieur le ministre, à force de ne pas respecter ses engagements en matière de réduction de ses déficits publics, la France a usé la patience de ses partenaires européens. Or, monsieur le ministre, la date fatidique approche. Mardi prochain se tiendra le Conseil des ministres des Finances de l'Union européenne qui doit valider les recommandations de la Commission européenne en matière de réduction des déficits publics. Et le 10 juin, le Conseil européen validera ou non les plans budgétaires et de réforme que vous aurez retenus en avril. Or, dans une lettre adressée vendredi dernier à votre gouvernement, la Commission européenne vous demande pour 2015 un effort structurel de réduction des déficits publics de 10 milliards, alors que dans la loi de finances et dans la loi de financement de la sécurité sociale, pour 2015, vous n'avez réalisé que 6 milliards. Le gouvernement doit donc proposer 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Or, le président de la République, dans son interview parue ce matin dans Le Parisien, a déclaré, je cite, « L'État n'augmenterait plus les impôts qui relèvent de sa responsabilité et que les 4 milliards d'économies supplémentaires seraient trouvés, je cite, par des économies nouvelles. » Au vu de ces échéances, monsieur le ministre, pourriez-vous nous éclairer sur les 3 questions suivantes? Première question, où allez-vous réaliser ces 4 milliards d'économies nouvelles? Et confirmez-vous en particulier la suppression envisagée de 22 000 postes par an pendant 3 ans dans les hôpitaux publics, ainsi que la reprise de la baisse des effectifs des fonctionnaires de l'État? Deuxième question, quelles sont les réformes structurelles que vous envisagez de présenter à la Commission européenne d'ici avril 2015? Et troisième et dernière question, quand allez-vous, pour respecter les droits du Parlement, déposer un projet de loi de finances rectificative et un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale? Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Beaucoup de questions à la fois sur des sujets sérieux, techniques et auxquels, bien entendu, le Parlement devra être associé pour chacune des réponses nécessaires. Mais je voudrais d'abord dire une chose simple ici. Ici, fin 2014, en décembre 2014, vous avez voté, la majorité a voté une trajectoire de retour en dessous des 3% de déficit par rapport au PIB qui nous mène en 2017. Jeudi dernier, la Commission a adopté ce qu'on appelle une nouvelle résolution, une nouvelle recommandation faite à la France qui propose une trajectoire qui ramène le déficit public à 3% en 2017. Il n'y a pas de contradiction, il y a une convergence. Il n'y a pas d'impatience, il y a une convergence d'arguments. Et ces arguments, quels sont-ils? Il faut plus de croissance. Nous avons besoin d'une croissance supplémentaire pour résoudre les problèmes économiques, pour résoudre les problèmes sociaux, faire reculer le chômage et pour résoudre les problèmes budgétaires. L'Europe et la France ont besoin de plus de croissance. C'est pour ça que la Banque centrale européenne a fait
pris des décisions qui permettent d'avoir des taux d'intérêt très faibles. C'est pour ça que la Banque centrale européenne a pris des décisions qui permettent d'avoir un euro à un niveau qui va booster l'économie européenne et tout particulièrement l'économie française. Et c'est pour cela qu'il fallait un rythme de réduction de nos déficits qui soit adapté à notre situation. Nous avons aussi décidé, ici même, des économies, 50 milliards en 3 ans, 21 milliards cette année. Nous ferons ces 21 milliards. Et si pour respecter ces 21 milliards, il y a besoin de mesures complémentaires, nous le ferons dans le cadre du mandat que le Parlement français nous a confié souverainement. Nous ne faisons pas des réformes, nous n'agissons pas de point de vue budgétaire parce que nous recevons des ordres, nous le faisons parce que c'est l'intérêt de la France et parce que ce Parlement nous a demandé Monsieur de le le ministre. faire. La parole est à Monsieur Céleste Lett. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Je souhaite y associer tous mes collègues concernés par la problématique des emprunts toxiques dans leurs hôpitaux, et en particulier mon collègue Laurent Kalinowski, avec qui j'ai œuvré pour construire une communauté hospitalière de territoire. Comme vous le savez, le décrochage du franc suisse a engendré des répercussions sur la situation financière de nombreux établissements hospitaliers, près d'une centaine en France, qui ont souscrit hier des prêts structurés constants, mais volatiles et incontrôlables aujourd'hui. À la dette des hôpitaux, qui pèse plus de 30 milliards d'euros, va s'ajouter une charge supplémentaire de 3 milliards. Le constat est dramatique, alors que dans le même temps, ces hôpitaux, avec l'ensemble des personnels, réalisent des efforts importants pour assainir leur situation financière et revenir à l'équilibre. Ainsi, cela occasionnera, pour l'exemple, dans les 2 hôpitaux de ma ville, un CHG et un CHS, des surcoûts en frais financiers de près de 2 millions d'euros sur le seul exercice 2015. D'autres hôpitaux lorrains connaissent la même situation et d'ailleurs, le directeur de l'ARS Lorraine vous a récemment alerté. Vos services ont reçu une délégation des personnels des hôpitaux de Sarreguemines. Ils en sont ressortis provisoirement rassurés, en raison notamment des engagements donnés et qui ont été partiellement suivis d'effet avec l'abondement de fonds de soutien existants à hauteur de 300 millions d'euros. Madame la Ministre, cela malheureusement ne suffira pas. La Fédération hospitalière de France reste très inquiète, les directions et les personnels aussi. D'autres mesures indispensables devront suivre afin de ne pas mettre à mal les efforts réalisés par les établissements concernés. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous m'apporter plus de précisions sur vos intentions? Aussi, j'aimerais savoir si les hôpitaux concernés par ces emprunts toxiques pourront compter sur un réel soutien de l'État et bien évidemment, y compris les hôpitaux de Sarreguemines. Merci, Monsieur Lett. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Célestin Lett, la question des emprunts toxiques est une question effectivement difficile et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés et nous avons pris des décisions importantes. Parce que depuis les années 2000, 2008 très exactement, certains hôpitaux, comme des collectivités locales, avaient souscrit des emprunts toxiques qui pèsent lourd sur leur budget. La dévaluation du franc suisse est venue accroître la charge de la dette pour un nombre important de ces établissements. L'année dernière, le gouvernement avait mis en place un fonds de soutien à hauteur de 100 millions d'euros en direction des établissements hospitaliers. Nous venons de prendre la décision de porter ce soutien jusqu'à 400 millions d'euros et la Fédération hospitalière de France a marqué sa satisfaction de voir les décisions ainsi annoncées. J'ai indiqué à cette occasion que chacun des établissements qui ferait une demande serait évidemment examiné avec une grande attention et tout particulièrement les petits établissements puisque ce sont pour eux que la charge de la dette est la plus difficile et le dossier de votre centre hospitalier de Sarreguemines qui fait des efforts sera évidemment étudié avec une grande attention comme tous les autres établissements. Je profite de votre question, Monsieur le député,
pour dire que les établissements hospitaliers sont engagés dans des efforts de redressement très importants, que je salue l'ensemble des personnels hospitaliers pour la responsabilité dont ils font preuve. Et je veux dire que dans le plan d'économie qui a été annoncé, il n'est pas question, comme je l'ai encore entendu cet après-midi, de baisser les effectifs hospitaliers. C'est dans le cadre d'une stabilité globale des effectifs hospitaliers que nous travaillons dans le cadre de l'ONDAM pour l'année 2015 et les années suivantes. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.